On va voir invité. On va parler de la prise en charge de la dénutrition en oncologie. Je sais que ça paraît bizarre, mais la fertilité digestive, c'est un facteur pronostic indépendant en survie et en qualité de vie chez ces patients. C'est quoi la dénutrition? C'est en fait un déséquilibre entre les apports et les besoins chez ces patients. La dénutrition, c'est l'évolution naturelle dans la maladie cancéreuse. Selon les croyances tunisiennes, il y a deux hypothèses. Il y a des personnes qui croient que la dénutrition, c'est un signe de lutte contre le cancer et que la nutrition artificielle, ça va aggraver la progression et ça va nourrir la cellule cancéreuse. La deuxième hypothèse, c'est que les patients, pour eux, la dénutrition, c'est égal à la fin de vie, égal à la mort et la fin de ce patient cancéreux. Alors, notre rôle, c'est vraiment d'en parler avec le patient et d'essayer de modifier son avis. Alors, la prévalence de la dénutrition, elle est presque la même dans toutes les séries, elle est aux alentours de 15 à 40% dès la consultation d'annonce chez un patient cancéreux. Elle est surtout très importante pour les cancers des voies aérodigestives supérieures. Voilà. Comme vous voyez, donc ces séries européennes, elles touchent presque 70% de la population qui présente des tumeurs digestives à type de l'œsophage, l'estomac ou pancréas. Elles touchent surtout les sujets âgés. 60% des patients qui ont un âge supérieur à 70 ans présentent une dénutrition. Et quand vous le constatez, la dénutrition, elle est multipliée par 2 chez les patients, et ça, quelle que soit la localisation tumorale. Alors, quelles sont les causes de la dénutrition? Les principales causes, c'est la diminution des apports et le syndrome de détournement métabolique. Quelles sont les étiologies des diminutions des apports? C'est multifactoriel. Surtout, c'est l'anorexie. Elle est due essentiellement à des causes mécaniques, la dysphagie, troubles de dénutrition. Elle est due aussi aux complications du traitement comme la mucie, vomissement, nausée. Et le malade n'est plus capable de manger correctement selon ses goûts. Elle est due aussi à l'anorexie métabolique suite à une augmentation de la myoglutogénèse, de la lipolyse et la consommation des acides aminés par le syndrome inflammatoire tumoral. Mais aussi, le volet très important, c'est la psychologie du patient. Le patient, lorsqu'on vient de lui annoncer qu'il a un cancer, il est déprimé, il y a un évitement, il y a perte de l'élan de vie, il n'a plus envie de manger. Pour lui, c'est la faim, pour lui, c'est la dépression, et on doit surtout travailler sur ce volet. Il y a aussi le volet socio-économique. La majorité de nos patients, surtout à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens pour se permettre de varier leur régime alimentaire. Il faut vraiment parler selon les conditions socio-économiques de nos patients. Alors, voici un tableau qui résume les différentes définitions de la dénutrition. Il faut juste tenir qu'un seul critère suffit pour poser le diagnostic. Il y a l'IMC, mais à lui seul, c'est un marqueur vraiment peu spécifique et peu sensible, fréquemment utilisé en oncologie. Il y a l'index de risque nutritionnel, c'est le plus recommandé selon les guidelines internationaux. On va le voir par la suite. Il y a le score MNA, il est utilisé surtout pour les sujets supérieurs à 65 ans. Et si on ne dispose pas de ces moyens, on peut simplement utiliser une réglette comme l'évaluation visuelle, analogique visuelle qu'on utilise pour la douleur, on peut l'utiliser pour la prise alimentaire et l'examen clinique par la prise du poids. Alors voici avec, je ne vais pas m'attarder, il utilise la formule de taux d'albumine. Lorsqu'il y a un CRP élevé, il faut utiliser la préalbumine. Et il faut savoir que chez le patient qui a des œdèmes, qui a une hypoalbuminie, on le considère comme une dénutrition sévère et il faut le traiter comme tel. Alors voici la réglette, juste il faut savoir que c'est un moyen d'évaluation subjectif et qu'un score inférieur à 7 définit la dénutrition chez ce patient. Alors voici les conséquences cliniques de la dénutrition. Surtout, lorsqu'on perd du poids de 10% en chirurgie et 5% en oncologie médicale, il y a une augmentation du risque de survenue de complications, de toxicité de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et ça va diminuer la survie et la qualité de vie. Alors, j'ai essayé de vous faire 2 schémas. Le premier résume le parcours d'un malade cancéreux dès le diagnostic jusqu'à la fin de vie, et le deuxième, les 3 étapes de la dénutrition. La pré-cachexie, c'est une phase de la dénutrition que débute dès la consultation d'annonce jusqu'à le traitement local, qu'il soit la radiothérapie, soit la chirurgie. C'est une perte du poids qui est inférieure à 5%. Alors, dans cette phase, on peut encore intervenir et éviter la cachexie. La cachexie, c'est une perte du poids qui est supérieure à 5% ou un BMI qui est inférieur à 20 avec une perte supérieure à 2%. Il ne faut jamais arriver à la cachexie réfractaire. Elle est présente chez les patients qui ont un OMS inférieur à 2 et dont l'espérance de vie, elle est inférieure à 3 mois. Alors voici un schéma où l'importance du dépistage, et ça quelle que soit l'étape thérapeutique, et pour
ne pas arriver à la cachexie réfractaire. Alors, ce qu'il faut faire en pratique, aider la consultation d'annonce, il faut expliquer l'importance de ce problème-patient, voir son impact psychologique et socio-économique, leur demander de se peser une fois par semaine, de faire un diagnostic nutritionnel au départ, c'est notre rôle comme médecin, donner des conseils de base, manger pendant la chimiothérapie, quoi manger, quoi manger. Docteur Daldo vient de me demander s'il y a des aliments aphrodisiaques, on n'a pas d'expérience. On peut prescrire de médicaments, il y en a à la pharmacie. C'est à nous de voir si le malade nous demande, mais ce n'est pas fréquent, sincèrement, dans la consultation, de demander une alimentation aphrodisiaque. Mais on peut proposer si on veut. Définir un objectif nutritionnel, c'est très important pour maintenir le poids du patient. Ça nous permet de continuer le traitement et surtout évaluer à chaque consultation l'état nutritionnel de notre patient. Alors, à la consultation, on va essayer de classer notre malade. S'il est dénutri avec une dénutrition sévère, on va proposer une nutrition artificielle. S'il y a vraiment une dénutrition modérée, on va évaluer les CGA-TESTA, c'est-à-dire on va faire une enquête alimentaire afin de lui donner des conseils diététiques, des compléments alimentaires ou une stimulation de l'appétit. Alors, quel est notre objectif? Les objectifs de notre traitement, c'est surtout de continuer le traitement et de réduire les complications thérapeutiques. Et en situation palliative, comme tout traitement, c'est la qualité de vie de nos patients. Alors voici les apports protéino-énergétiques chez les malades selon les recommandations internationales. Et je ne vais pas m'attarder. Et il faut bien sûr toujours faire une supplémentation des éléments et des vitamines chez tous les patients concernés. Alors voici les moyens nutritionnels qu'on dispose en Tunisie, soit dans les officines, soit dans les hôpitaux. Il faut toujours conseiller l'alimentation normale, orale. Lorsque vraiment le patient, lorsqu'elle est insuffisante et vous jugez qu'on doit ajouter quelque chose, on doit ajouter la nutrition orale. Ce sont des compléments nutritionnels, industriels ou autres qui sont utilisés pour encourager l'ingestion. Ça ne remplace jamais l'alimentation normale et améliorer les symptômes, c'est-à-dire la soif, la déshydratation, la faim et tout ça. Alors, en Tunisie, on dispose vraiment de plusieurs. Il y en a qui sont des en fibres, en protéines, qui sont diagnostiqués chez les diabétiques, il y en a plusieurs. Et il y a surtout les oxygènes. Nous, on les utilise fréquemment en oncologie, qui ne sont pas recommandés malheureusement selon les guidelines. Il y a les corticoïdes, il y a les BSF et il y a les prokinétiques, comme le Primpéon, tout ça. Ça stimule l'appétit, mais aucun bénéfice en termes de survie, ni aucun gain en termes de prise du poids. Alors, lorsque l'alimentation, les apports sont inférieurs à 2/3 des besoins du patient, il faut passer systématiquement à la nutrition artificielle. Il y a la nutrition artificielle provisoire et définitive, il y a celle qu'on peut utiliser totale ou partielle. À la nutrition artificielle, il y a deux types, il y a la nutrition entérale et la nutrition parentérale. Il faut toujours privilégier la nutrition entérale. Il y en a 3 moyens, soit par un centre nasogastrique, soit une gastrostomie, soit une jejunectomie. Elle est préférable car les aliments vont passer par le tube digestif. Elle entraîne moins de complications, bien sûr, et lorsqu'elle est poursuivie à domicile, elle permet une récupération d'alimentation normale dans 20% des cas. Alors, qu'en est-il de la nutrition parentérale? En Tunisie, il y a 2 produits Cléomène qui sont disponibles partout. C'est le Capiven et le Cléomène. Pour les 2 présentations, pour le premier, il y a 4 présentations en voie périphérique et 4 en voie centrale. Pour le deuxième, il y a 3 présentations, 2 par voie centrale et 1 par voie périphérique. Bien sûr, il faut toujours privilégier la voie centrale. Si on indique une alimentation parentérale par voie périphérique, il ne faut pas dépasser les 10 jours, maximum 14 jours. Et il faut savoir il faut expliquer aux patients, à la famille, qu'il n'y aura aucune prise du poids, que l'alimentation par voie parentérale, elle est indiquée seulement si le PS il est vraiment 0 à 1. Si le PS il est 2, 3, ça ne sert à rien d'indiquer une alimentation, car ça ne montre pas, ça ne va pas améliorer l'état général du patient. Il faut que l'espérance de vie elle est supérieure à 3 mois. Alors, selon les indications de notre société tunisienne de l'oncomédical, alors, si l'index de risque nutritionnel est supérieur à 97,5, il faut indiquer au patient des conseils diétético personnalisés qui tiennent compte de l'état psychologique du patient, de ses envies, de ses désirs, de l'entourage social, comme on l'a déjà dit, et des plaisirs, et surtout adapter le traitement des symptômes digestifs comme les nausées, vomissements. Le but, c'est toujours la prise du poids et maintenir même un poids stable. Alors, pour la nutrition modérée, il y a indication ici au complément alimentaire, avec ou sans nutrition artificielle, si on médecin le voit. La nutrition entérale est indiquée, comme on a déjà dit, lorsque l'espérance de vie est supérieure à 3 mois, et systématique presque chez nous à l'hôpital, lorsqu'il y a des tumeurs des voies aérodigestives supérieures, avec une indication à la radiochimiothérapie concomitante. La nutrition parentérale,
il faut une décision en RCP. On ne le fait pas malheureusement, c'est médecin indépendant, mais normalement l'indication d'alimentation parentale doit se faire en RCP. Pour la nutrition, c'est vrai, que choisir dans ces deux, la nutrition entérale ou parentérale, sachant qu'ils ont la même efficacité nutritionnelle, mais la nutrition parentérale reste toujours coûteuse et elle augmente les comorbidités, les infections nosocomiales, les thromboses et tout ça, étant donné qu'on utilise la voie centrale. Alors, en situation palliative, les recommandations recommandent les immunonutrition. On n'a pas utilisé encore, car elles sont riches en arginine, en oméga 3 et tout ça, mais malheureusement on ne dispose pas de très longtemps en Tunisie. Il y a quelques poches, mais ils n'ont pas encore la mettre. Pour les patients en fin de vie, vraiment, il n'y a aucune indication à mettre le malade de nutrition artificielle, juste une hydratation, un litre de sérum fille dans les 24 heures. Il faut expliquer ça aux malades, on faut expliquer ça à la famille, car on n'accepte pas ça pour eux. Il ne faut jamais laisser un malade mourir de faim et de soif. Il faut vraiment expliquer qu'il faut laisser le procédure de la mort arriver à son terme, et ça ne sert à rien de l'alimenter par voie périphérique. Alors, la prise en charge nutritionnelle, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Elle fait intervenir le psychiatre, le psychologue, le médecin oncologue, le nutritionniste, et surtout l'avenir, c'est pour l'immunonutrition. Et merci.